Et bienvenue à tous, c'est G-Foot et c'est tous les mercredis le mag du Grenoble Foot 38 sur Télé Grenoble. Merci à toi Mathias d'être encore là, ça va? Ça va et toi? Bon, ça va très bien, merci. Est-ce que le GF a au moins passé les vacances au chaud? Alors oui et non, on va dire que comptablement le GF 38 s'est un petit peu relancé grâce à cette victoire à domicile face à Rodez. Ça lui donne un petit peu d'air par rapport à ses concurrents derrière. Mais comme dans le contenu, c'était quand même pas génial. On espère qu'ils n'ont pas passé les fêtes à manger trop de foie gras et à boire trop de champagne parce qu'il va falloir se remettre au boulot assez vite. Alors comment va se passer cette année 2020 et surtout ce qu'il reste à jouer d'ici à la fin de la saison? Eh bien, nous sommes allés demander au manager de cette équipe, Max Marty, de nous donner toutes les tendances pour cette année. Qui peut partir, qui peut rester, quelles sont les ambitions, quels sont les objectifs, les dossiers chauds. Entretien avec toi, Mathias, et Max Marty tout de suite. C'est une reconstruction qui se passe plutôt bien au niveau de l'effectif aussi. Est-ce qu'il y a des satisfactions et à l'inverse des déceptions? Les déceptions, c'est toujours un peu tôt parce que je pense qu'il faut un peu de temps pour que certaines personnes se mettent au rythme du club et trouvent leur place à l'intérieur du club. Globalement, il ne faut pas avoir de langue de bois. On a des gens comme Moussa Djité qui s'imposent dans des places stratégiques dans le foot. Aujourd'hui, un attaquant costaud devant, capable de caler des ballons, de marquer des buts, jeune. Voilà, c'était un garçon qu'on avait pris plutôt pour jouer en plus, avec Flora Spantino en tête de gondole. Aujourd'hui, ça s'est un peu inversé, donc c'est une vraie satisfaction, le fonctionnement de Moussa. On sait que Charles Piquel, c'est une vraie satisfaction. On sait que Willy Semedo monte en puissance. On a bien évidemment conscience de toutes les qualités individuelles de Terrell Landane, même s'il ne nous a pas encore donné assez sur la première phase. Mais voilà, c'est une discussion qu'on a avec lui. Puis les satisfactions défensives de joueurs comme Adrien Monfray, et puis des valeurs sûres du club qui sont restées à un niveau très très satisfaisant, comme Montbry, comme Eric Van Den Habil, comme Pierre Gibaud, comme Koulibaly. Et puis la grande nouvelle aussi, c'est le retour à son meilleur niveau de Jesse Bonnet. Et le travail en profondeur d'un des derniers des Mohicans maintenant, de joueurs comme Arsène et Logo, qui ont su enchaîner les matchs, qui ont su changer leur état d'esprit depuis qu'ils sont chez nous, qui ont su s'adapter au football de plus haut niveau et qui ont encore une marge de progression. Donc ça fait beaucoup de satisfaction pour nous. J'en oublie, on a dans nos recrues des garçons qui ont encore peu joué. Je pense notamment à Christopher Christensen, pour qui on a beaucoup d'attachement et on attend beaucoup de lui. C'est un garçon grand, qui est capable de prendre les espaces, un bon joueur de tête, élégant, qui pour l'instant a été un peu souffroteux, un peu blessé depuis qu'il est arrivé, très jeune joueur, qui a déjà marqué quelques buts en Hollande, en première division à Willem II, qui est international. Donc oui, on espère avoir une phase retour avec encore plus de concurrence et encore plus de qualité. Donc aujourd'hui, oui, on est globalement satisfait de notre groupe. Alors on arrive dans une période toujours un peu compliquée dans le foot, c'est le mercato d'hiver. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Comment gérer cette période ? Aujourd'hui, dans la partie du verre à moitié vide, il y a quand même les éliminations des coupes. Donc aujourd'hui, on a quand même un effectif de 26-27 joueurs et pour jouer 19 matchs, c'est trop. Donc même si dedans on a 2 amateurs, donc ça nous fait 25 joueurs. Il y en a un qui vient de partir, Johan Brun, puisque c'était officiel ce matin, il a signé à Laval, on est très content pour lui. On a peut-être encore 1 ou 2 joueurs qui peuvent éventuellement bouger pour que le coach ait moins de déçus dans les compositions d'équipe de la deuxième partie de saison. Sur les fins de contrat, les joueurs sont au courant, c'est toujours la même chose. Nous on fait des entretiens d'un point de vue sportif avec le staff, et puis moi je fais des entretiens d'un point de vue structurel, contractuel avec les joueurs à chaque intersaison. Donc on les a tous vus avant Noël, ils connaissent les règles de ceux qui sont en fin de contrat, ils savent ce qu'ils doivent faire pour éventuellement essayer d'avoir un contrat ou pour essayer de trouver mieux ailleurs. Un effectif, ça se renouvelle, un contrat, ça se mérite. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les performances de joueurs comme Arsène et Logo, par exemple, on a plutôt envie de le prolonger. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. On sait qu'Eric Van Den Habil est avec nous depuis le CFA. On a plutôt envie de le prolonger. C'est pas sûr qu'on veuille y arriver ou qu'on trouve la bonne solution. Il y a des joueurs qu'on ne conservera pas parce qu'on espère avoir meilleur. Puis il y a des joueurs qu'on ne pourra pas conserver parce qu'à un moment donné, la concurrence est grande. Je crois que notre club aura franchi une étape. Notre club pourra définir des ambitions élevées quand on pourra garder nos meilleurs. Alors parmi ces joueurs en fin de contrat, il y a quand même certains cadres, notamment dans la défense. Comment éviter des cas comme Maxime Spano ou Malek Chergui l'année dernière? Maxime Spano, Malek Chergui, c'était des choix. Je crois que Malek, on lui a fait une proposition.
Aujourd'hui, il a trouvé mieux ailleurs, on est très content pour lui. Maxime Spano, c'est un choix. C'est un choix collectif que j'ai assumé. Et aujourd'hui, on est très content de sa réussite ailleurs, mais on pensait que dans la complémentarité, notamment avec Eric, un garçon comme Adrien serait plus performant. Il se révèle qu'on a tort ou raison, on ne sait pas. En tout cas, on a une défense costaud. Ce que je veux dire, c'est que personne n'est indispensable. Il y a une expression qui date d'un petit moment où on dit la mère des joueurs n'est pas morte. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un petit garçon qui naît quelque part, que dans 15 ou 20 ans, on va recruter et qui sera meilleur que ce qu'on a. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Aujourd'hui, il faut anticiper. Mon boulot à moi, c'est de réduire les incertitudes. C'est quand on a des doutes sur des reconductions de contrat, parce qu'il y a des joueurs qui progressent plus vite que le club, donc qui vont gagner, qui vont demander plus que ce qu'on peut leur donner. Il faut chercher des solutions ailleurs pour rester compétitif. Ça, c'est tout le sujet de mon métier. Donc, on n'est pas inquiet là-dessus. Notre club est sain, il est structuré, il est cohérent, il est bien géré par notre président. Donc, les joueurs savent ce qu'ils perdent. Ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, donc on a des équilibres et on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui veulent venir jouer chez nous. Donc on n'est pas à plaindre aujourd'hui et on saura trouver les équilibres le temps venu. Alors entre ces fins de contrat et les quelques sollicitations qu'on évoquait en début d'entretien, est-ce qu'on peut imaginer un été à nouveau mouvementé aussi avec un gros renouvellement d'effectifs ? Je pense pas. Je pense qu'on est parti sur un nouveau cycle et que pour avoir un nouveau cycle, il faut garder, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer de garder ses meilleurs. J'ai pas de secret, on veut être compétitif et pour ça il faut essayer de garder ce qui marche. Alors je vous dis pas qu'il n'y a pas un joueur qui partira, peut-être deux malheureusement, mais s'il y a moins de 2 joueurs qui partent, c'est que le club est sur la bonne voie. Une stabilité qui passera aussi par le staff, un staff reconduit. On est, on va dire, en fin de négo avec Philippe, c'est un secret pour personne, c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien, on a beaucoup de respect. Je crois que le foot, ça marche avec différentes strates, un président qui préside, un manager qui manage, un entraîneur qui entraîne, chacun avec ses prérogatives, chacun avec ses pouvoirs. On a la chance aujourd'hui d'avoir trouvé un fonctionnement très cohérent, chacun avec nos qualités et nos défauts. Je ne parle pas pour le président, on n'a que des qualités, vous savez bien. Mais en tout cas pour Philippe et pour moi. Et on a du plaisir à travailler ensemble, on respecte le travail des uns et des autres. Et aujourd'hui, en tout cas, moi je le sais, pour en avoir parlé avec lui, et la réciproque est vraie, on a très envie de continuer ensemble. Alors pour travailler, j'imagine que le staff a aussi besoin d'un outil. Ce qui est important, c'est le centre d'entraînement. Oui. C'est une question assez importante qu'il va falloir régler assez vite, on imagine. Oui, l'ambition ne va pas sans outils. Aujourd'hui, voilà, c'est un secret de Polichinelle, notre centre de formation est périmé. C'est très très compliqué, donc on n'a bien sûr aucune... Voilà, on ne jette aucune... on n'en veut à personne sur ce sujet. C'est un centre qui est municipal, qui est vieillissant. Nous sommes une entreprise privée. C'est aussi à nous de nous prendre en main sur ces sujets. Donc on a espéré longtemps pouvoir tout mettre au même endroit. C'est un secret aussi. Ce n'est pas un secret, je veux dire. On discute beaucoup avec le CEA, avec la mairie de Sassenage, la métropole et son président Christophe Ferraille nous ont beaucoup aidé sur ce sujet pour faire avancer ce dossier. Donc on a entrepris des plans, on a fait travailler pas mal d'architectes sur ce projet. On a des belles réalisations d'ailleurs qui nous ont été soumises. Bon, on s'aperçoit quand même que les CA étant une entreprise d'État, sans la moindre critique de ma part, le fonctionnement, le temps passé, le temps de la décision des conseils d'administration, etc., n'est pas le temps d'une entreprise ultra rapide, ultra pressée comme la nôtre. Donc, bien évidemment que ce projet, qui est pour nous essentiel, risque de prendre un peu de retard. Donc on a beaucoup réfléchi et on pense vraiment aujourd'hui partager les deux, c'est-à-dire avoir un centre d'entraînement pour l'équipe professionnelle, pour la réserve, peut-être pour les U20, et un centre de formation assez novateur, parce que je pense qu'on a une belle idée autour de ce centre de formation, qui sera peut-être sur 2 lieux différents, parce qu'on est dans l'urgence sur l'équipe professionnelle, et que chaque année où nous n'avons pas de centre, où on est en difficulté pour recruter, où certains joueurs ne viennent pas chez nous à cause de cela, où certains veulent partir parce que leur outil de travail, leur maison, leur quotidien n'est pas assez cohérent, on prend des risques. Voilà. Et le foot, c'est très concurrentiel. On veut être dans les 40 meilleurs, un jour dans les 20, et on ne peut pas se permettre tous les ans, déjà qu'on n'a pas un budget énorme, en plus d'avoir un handicap structurel. Donc, vous avez des obligations pour le centre de formation, on imagine? On n'a pas d'obligation. Aujourd'hui, les clubs professionnels n'ont plus l'obligation d'avoir un centre de formation. D'accord.
Mais ceux qui n'en ont pas font une erreur, puisque la formation reste la base et une certitude, une garantie sur le long terme. Vous savez, quand vous n'avez pas de centre de formation, c'est comme si vous êtes construit sur pilotis. Aujourd'hui, le foot tient il ne faut pas qu'on fasse trop d'erreurs dans le recrutement. Au moment donné, il faut réduire les risques, je vous l'ai dit. Un de mes jobs, c'est être réducteur d'incertitudes. Et avoir un centre de formation, ça réduit les incertitudes. Les joueurs qu'on fait monter, qu'on a recrutés jeunes, que l'on connaît bien, que l'on a éduqués, on sait ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, c'est une vraie sécurité pour le club. Je crois qu'une ville, une agglomération comme Grenoble, une métropole comme Grenoble ne peut pas se passer d'un centre de formation innovant avec des ressources fortes. Alors un autre dossier important, c'est cette gestion du Stade des Alpes. Ouais. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier ? Je crois que les choses sont claires. Les élus, et on doit les remercier, ont pensé, et je pense bien, que ça peut être intéressant de voir des acteurs sportifs gérer leur propre outil. Il se trouve qu'il y a des caractéristiques un peu différentes quand même entre le foot et le rugby, que ça nous a au moins cette ouverture de négociation appris à travailler ensemble. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux, à les rencontrer, à partager nos difficultés. Je crois qu'à 90%, on a des éléments qui sont communs. Et après, il y a des éléments qui ne sont pas obligatoirement qui vont nous mener à l'échec, mais où on doit faire preuve d'intelligence et où on doit être capable de trouver le bon angle. Je pense que la collectivité a fait sa part. On ne serait pas loin d'un possible accord avec eux, c'est évident. Après, entre nous, il faut trouver l'angle, c'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas signer un accord qui nous empêcherait un jour d'aller en Ligue 1. On sait que la Ligue 1 est très consommatrice de temps, est très consommatrice d'éléments juridiques précis. Donc il faut que cette convention nous permette de jouer tous les deux sur cet outil, tout en réfléchissant à comment faire le jour où il y a un vrai bug. Voilà, le jour où il y a une incompatibilité, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc c'est ce sujet-là qu'on doit aborder. Nous, on considère, mais je pèse mes mots parce que je ne veux pas relancer un débat qui n'en est pas un. Ce stade, globalement, a été construit pour le foot et que la Ligue 1 est beaucoup plus exigeante que le top 14. Autant on peut jouer en top 14 et en Ligue 2 dans le même outil. La Ligue 1 et le top 14 ou la Ligue 1 et la Pro D2 dans le même outil, ça n'a encore jamais existé. Donc on n'est pas des magiciens, on va essayer de creuser tous les sujets pour voir comment cela est possible, mais il faudra bien évidemment qu'on arrive à un accord où les priorités en cas de difficulté soit clair et que tout le monde puisse y retrouver son compte. Et quels pourraient être les bénéfices d'une telle convention ? Financièrement, aucune, parce que je ne pense pas aujourd'hui, ce serait vraiment mal méconnaître le fonctionnement des entreprises privées qui gèrent aujourd'hui le stade pour penser que nous, on est capable de faire mieux. Ce sont des professionnels et ce n'est pas notre cœur de métier. Par contre, ça peut nous donner de la latitude dans le fonctionnement. Ça peut nous donner de la liberté dans ce qu'on veut faire. Ça peut nous donner des idées différentes d'investissement. Voilà, peut-être que nous, on a des idées de créer un outil beaucoup plus spectaculaire avec des différentes formes d'écrans géants, avec peut-être des éclairages extérieurs, en repensant l'entrée, en aménageant des espaces festifs un peu différents, peut-être en supprimant ce chapiteau devant là qui sert un peu à rien, en créant qui sert à des choses importantes, mais qui n'est peut-être pas placé judicieusement ou qui masque un peu cette entrée, refaire un peu cette entrée de stade. C'est un stade qui a 10 ans, donc c'est un stade qui a vieilli. On a toujours présenté ce stade comme novateur, innovant. Bon, jusqu'il y a encore peu de temps, il n'y a pas de Wi-Fi. Voilà. Donc c'est un stade qui a l'apparence du neuf, qui a l'apparence de l'attractivité, mais qui ne représente pas Grenoble comme moi je l'imagine. Voilà, c'est pas un stade d'invention. C'est un stade qui ressemble à quelque chose d'innovant, mais maintenant il faut le faire fonctionner de façon innovante. On n'a pas été au bout, ou les gens n'ont pas eu le temps d'aller au bout de ce projet-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on a envie d'un stade qui colle à l'identité du territoire. Donc pour ça, il faut se mettre au travail. Pour augmenter justement cette affluence qui n'est pas forcément celle espérée, non, en tout cas. Aujourd'hui, si vous voulez, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur ce sujet. Soit vous êtes dans les 20 meilleurs, et vous avez une audience qui est européenne, voire planétaire, soit vous êtes en Ligue 2 et vous êtes une bonne équipe hexagonale. Voilà, ça intéresse les férus de foot, voilà, c'est un peu différent. Donc on le voit dans tous les stades de Ligue 2, l'affluence, à part dans les clubs mythiques comme Lens, etc., baisse. Donc aujourd'hui, soit
dans les 2, 3, 4, 5 ans qui arrivent, on rentre dans une autre stratosphère, soit à un moment donné, on reste un bon club, voilà, comme peut l'être un bon club de top 14. Voilà, la Ligue 2 aujourd'hui, si on est en tête du championnat, on sait qu'on va faire entre 10 et 15 000. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et puis si on est moyennasse, on va faire entre 5 et 7 000, ce qui est très cohérent, mais il ne faut pas s'attendre à autre chose. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est redonner au foot, à Grenoble, qui est la 11e ou 12e agglomération métropole de France, une place dans les 20 meilleurs. Pour ça, c'est un travail de longue haleine. Et on essaye tous les jours de réfléchir au produit fini dans 2, 3, 4, 5 ans. Comment on doit être dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est ça notre objectif journalier et quotidien. Eh bien, merci. C'est bon. Super. Parfait. Parfait, merci au manager général Max Marty pour cet entretien. Mathias, est-ce que d'autres joueurs pourraient se voir donner un billet de sortie? Alors Max l'a évoqué, encore au moins 1 ou 2 départs, parmi lesquels, on le sait déjà, certainement Simon Pambou qui se cherche déjà une sortie avec un autre club. Après, l'autre départ pourrait concerner le front de l'attaque. Merci Mathias, toutes les infos on les retrouve chaque semaine ici dans G-Foot. Et puis samedi à 21h, vous pouvez revivre le match contre Rodez ici sur notre antenne sur Télé Grenoble avec les commentaires de Mathias Arez. Merci à vous, à la semaine prochaine.